Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce 4e épisode du Retour de Jésus. Et un peu différemment que les autres épisodes, je voulais commencer en vous invitant tous à véritablement remettre votre vie entre les mains de Jésus, à marcher dans la sanctification. Comme vous le voyez, nous sommes dans des périodes prophétiques et beaucoup de choses se passent dans le monde visible, mais également dans le monde spirituel. Soyons prêts pour le retour de Jésus. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. C'est le seul médicament aujourd'hui qui est disponible pour les malades. Malheureusement, la pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd'hui que c'était en rupture de stock totale, que les stocks avaient été pillés. C'est lamentable. Et on a pillé. Oui, les armoires ont été dévalisées. C'est les mails qu'on a reçus aujourd'hui. Donc Où ça a été volé? La chloroquine pour contrer le coronavirus. C'est ce que semble démontrer une étude menée en Chine et relayée en France par le professeur Didier Raoult. Ils viennent de sortir leur premier essai chez les patients en montrant que c'est parfaitement efficace, si vous voulez, dans le traitement des gens qui ont des coronavirus. Alors l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes, et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades, donc ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. C'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des questions. La conférence des ambassadeurs. Et à cette occasion, il est de tradition qu'ils se rendent tous, les ambassadeurs, à l'Élysée pour entendre le chef de l'État fixer pour l'année les grandes lignes de sa politique étrangère. Cette conférence vient de se tenir pendant 3 jours et elle a été, à certains égards, décoiffante. Emmanuel Macron a en effet sérieusement secoué tout ce beau monde avec des phrases qui sonnaient parfois comme des avertissements. Il faut plus d'audace, a martelé le chef de l'État qui sortait tout juste effectivement de son G7, audacieux et réussi. Et à l'adresse de tous ceux dans la salle qui auraient imaginé lui opposer leurs compétences, leur connaissance intime du métier de diplomate, eh bien, Emmanuel Macron a été clair. Par définition, dit-il, les experts ne sont experts que de ce qui existe déjà. Manière de dire qu'ils sont incapables, ces experts, de se projeter dans le futur. Bon, en réalité, ça faisait quelques jours qu'on voyait qu'une offensive de l'Élysée vis-à-vis du Quai d'Orsay était en préparation. À plusieurs reprises, Emmanuel Macron s'en était pris à l'état profond. L'état profond, c'est quoi l'état profond ? C'est une expression qui est très utilisée dans le monde anglo-saxon. On parle de deep state pour désigner les rouages de l'État et en général pour critiquer leur résistance passive, leur incapacité à bouger, leur tendance même à bloquer le système. Quand il s'adresse à son électorat, Trump s'en sert très souvent pour secouer son administration et accuser Washington de tous les maux. Cette fois, c'est la relation avec la Russie qui a été le sujet de ce clash plus ou moins feutré d'Emmanuel Macron. Comme toute la classe politique française, le ministère des Affaires étrangères est en effet traversé par une ligne de fracture entre ceux qui pensent que la Russie est
infréquentable et qu'il est normal de la tenir par exemple en dehors du G7, et ceux qui pensent que si on ne garde pas le contact avec Moscou, Poutine se tournera vers la Chine et l'Europe sera alors marginalisée. C'est cette position-là qu'Emmanuel Macron défend et manifestement ça renacle au Quai d'Orsay. Le président Macron, récemment, en donnant un discours devant les diplomates, ah voilà, elle est là, a dit que le deep state, les structures profondes de l'administration freinent le développement des relations avec la Russie. Donc lui, il voudrait bien accélérer les choses, mais voilà, il y a des problèmes. Alors pourquoi ces structures profondes en France ou peut-être ailleurs, en fait, freinent, sont un obstacle dans les relations? Prenons un break afin de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Macron est opposé à une partie du gouvernement corrompu qui s'appelle l'État profond. Vous me direz par qui peuvent être corrompus des hauts politiciens? La réponse est simple. Par ceux qui maîtrisent le système bancaire international. Mais avant d'approfondir le sujet de l'État profond, nous allons clôturer avec le coronavirus et découvrir qui aurait déclenché la propagation et pourquoi. Spéculer aussi sur les épidémies grâce aux pandemic bonds. Ce sont des obligations émises par la Banque mondiale pour financer des mesures dans les pays pauvres. Alors jusqu'ici, ça pouvait rapporter gros, jusqu'à 12% d'intérêt, mais les investisseurs sont inquiets aujourd'hui avec la propagation du coronavirus. Eh bien, ils pourraient perdre leur mise. Explication, Nathalie Boujard. Grippe, malaria, grippe aviaire, choléra, Ebola, coronavirus. Les épidémies sévères coûtent selon la Banque mondiale 570 milliards de dollars par an. Alors pour financer la lutte contre ces fléaux dans les pays en voie de développement, l'institution a créé en 2017 un instrument financier original, les Pandemic Bonds. Des sortes d'assurances, voici comment ça marche. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie, le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. L'actuelle pandémie, 6 513 morts, 169 387 personnes infectées dans 124 pays du monde. Le coronavirus vient éprouver ses obligations juste avant que le capital ne soit reversé aux investisseurs le 15 juillet prochain. Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus, et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait eu une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. 2015년 메르스 사태 때 사망률이 20%가 넘었죠. 근데 20%는 무기를 쓰인 정도는 아니지 않나요? 아까도 말했다시피 이건 변종된 바이러스예요. 누군가 인위적으로 사망률을 90%에 육박하도록 올린 것은 90%? 그보다 더 심각한 건 코로나 바이러스는 평균 2일에서 14일에 사망률을 거치지만 이건 노출되는 단 5분 내에 폐를 직접적으로
Puis ce qui est très angoissant dans l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire ? Personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent? Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent? Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision, et sans les avoir détectés. Trump est engagé dans un combat à mort contre une partie de l'administration américaine, ce qu'on nomme l'État profond, ce que les médias appellent désormais avec une emphase élogieuse la communauté du renseignement, FBI et CIA. Ce n'est pas un médiocre adversaire. On n'est pas en France ou en Europe. Aux États-Unis, c'est un État dans l'État. La volonté de Trump de se rapprocher de Poutine est l'objet de leur fureur. En virant le patron du FBI, Trump a montré qu'il ne se laisserait pas intimider. Cette conférence de presse a provoqué l'indignation aux États-Unis. Pour le chef de file des Républicains au Congrès, Donald Trump doit réaliser que la Russie n'est pas leur allié. Le sénateur républicain John McCain parle quant à lui de l'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. Devant nous, et je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Les commentateurs en sont pleins. Le procureur général de la République de Croatie vient de démissionner de ses fonctions ce 19 février. Dražen Jelenić a récemment fait une déclaration publique annonçant que la révélation de son appartenance à la franc-maçonnerie le contraignait à présenter sa démission, notamment suite à des pressions venant du sommet de l'État. La ministre américaine de la Justice révoquée par Donald Trump. La Côte d'Ivoire, où le ministre des Affaires étrangères Marcel Montano a démissionné, et c'est un vrai coup dur pour le pouvoir. À l'étranger, mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus, les États-Unis inculpent le président vénézuélien Nicolás Maduro pour narcoterrorisme. Believe that when these mass arrests happen, that we will be in martial law for our own safety. So, what I think is going on here and what I think is happening is I believe that the coronavirus is the cover to put the country into lockdown. Prenons un autre break et nous pouvons constater que le monde est en train d'être nettoyé de la corruption mondiale.
L'autre question que nous pouvons nous poser, c'est dans quel but ? Un constat est clair, une alliance mondiale des gouvernements est en train d'être scellée. Sommes-nous en train de nous diriger vers un gouvernement mondial ? qu'il n'y aura pas de faillite des États. Ça permet du coup aux États à proposer des plans de soutien. Et là, on voit maintenant fleurir un peu dans tous les pays européens des plans de soutien budgétaire, c'est-à-dire que les États vont être là pour soutenir les entreprises, pour soutenir les ménages, notamment par du chômage partiel, de manière à ce que la récession qui arrive en zone euro et qui est certaine, le coût de cette récession soit absorbé par les finances publiques. Les choses doivent être très claires. Nous avons plusieurs options sur la table pour toutes les entreprises, grandes entreprises industrielles qui pourraient être menacées sur le marché. Ça peut être des montées au capital, ça peut être une participation plus importante au capital, ça peut être des nationalisations, Nous avons toutes les options sur la table. Un système économique basé sur l'or qui détruirait le système bancaire international. La nationalisation des grandes multinationales. Nous nous dirigeons droit dans un système économique international. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Hello la famille, tout d'abord je tenais à vous remercier. Si vous êtes arrivé à la conclusion, c'est que vous avez regardé tout le reportage. Et pour cela, je tenais à vous remercier. Pour enchaîner avec la conclusion, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a très clairement un État unique qui est en train de se créer et un système financier unique qui est également en train de se créer. Et tout ça nous mène à penser que l'avènement de l'Antéchrist est en approche. Je ne peux pas vous dire quand, mais ce que je peux dire, c'est que nous approchons de ce temps-là. Et la chose la plus importante à faire, c'est vraiment de remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour tout ce que vous faites au quotidien, que ce soit vos commentaires, vos partages de la vidéo, ça me motive vraiment à avancer, à continuer. J'espère que cet épisode vous a béni
Et sans plus attendre, je vous laisse avec la prière de repentance pour ceux et celles qui aimeraient donner leur vie à Jésus. Soyez bénis et à très bientôt. Bye. Père éternel, ici et maintenant, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois que dans ton grand amour et ta miséricorde, tu es mort pour moi en tant que mon substitut personnel. Je crois que tu as souffert tout le châtiment de mes péchés, que tu en as payé le prix intégral afin qu'aucun ne me reste imputé. Quel grand amour tu as manifesté en mon égard. Ô Seigneur, tu étais parfaitement innocent. C'est moi qui étais coupable. J'avais enfreint la loi de Dieu. C'est moi qu'on aurait dû crucifier. Mais tu m'aimais trop pour me laisser mourir pour mes propres péchés. Je te remercie d'avoir pris ma place et acquitté ma dette. En subissant mon châtiment, tu m'as exonéré. Il ne reste plus aucun péché pour me condamner. Donc je n'ai aucune raison de me sentir coupable devant Dieu. On ne me jugera ni me punira du fait de mes péchés. Ils ont été jugés en toi, Seigneur. Tous mes péchés et ma vieille nature ont été mis à ton compte et tu as tout payé pour moi. Maintenant, ta justice est versée à mon compte et j'ai ta rédemption et ton salut. Seigneur, je crois en Jésus-Christ. Ici et maintenant, je t'accueille dans mon cœur, toi mon Sauveur, qui me sauve du péché, de l'enfer et de tout le pouvoir du diable. Je t'accepte, Jésus, comme Seigneur de ma vie. Et ici et maintenant, je consacre ma vie à te plaire. Je suis sauvé grâce à ce que tu as fait sur la croix. C'est suffisant, je ne peux rien y ajouter. Mon salut est un fait accompli. Rien ne pourra l'améliorer. Merci Jésus, à toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.